Salut à toutes et à tous mes chers investisseurs CLF pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'un point de marché mais d'une réflexion que je me pose sur le rôle des assureurs vie sur les marchés actions et notamment les marchés actions français. Alors je vous avais parlé lors du point de marché d'il y a 3 jours, hein, où j'expliquais que le CAC 40 tenait remarquablement bien la route, hein. Alors effectivement, il est en baisse depuis le début de l'année, mais il tient très très bien la route et j'ai essayé un petit peu de regarder dans les flux. Qu'est-ce qui maintient le CAC 40 en fait au-dessus? Alors évidemment, on pouvait parler des banques centrales, mais là, les banques centrales resserrent les taux quasiment partout dans le monde occidental. Donc, bon, c'est commun. On a également certains grands patrons, comme par exemple Bernard Arnault, qui rachètent des actions LVMH parce que, bah, évidemment, les grands patrons, les capitaines d'industrie, bah, forcément, ils croient en leur business et ils ne veulent pas que le marché baisse. Mais ça, c'est partout pareil, hein. Je pense que Elon Musk, de l'autre côté de l'Atlantique, tient aussi le marché, enfin, essaye de racheter des actions Tesla. Mais il y a une troisième composante qui est assez propre au marché français, ce sont les assureurs vie qui sont de gros acheteurs en matière d'actions. Et justement, la question que je me pose, c'est euh, d'une part, est-ce que les assureurs vie peuvent-ils être amenés à vendre une partie de leur stock action et évidemment, quelles en seraient les conséquences. Donc évidemment, un titre, le titre peut paraître, assez de la vidéo, hein, Assurance Vie, dernier rempart contre le CRAC 40, donc c'est la chute du CAC 40, donc effectivement c'est un titre qui est un peu sensationnel. Alors ça va être une vidéo assez technique, malgré un titre un peu simpliste, parce que il m'a fallu quand même faire un vrai travail de recherche, de compréhension. Alors moi je travaille pas mal, hein, dans le monde de l'assurance, que ce soit en compagnie d'assurance, en mutuelle ou en cabinet de conseil. Donc je connais bien ce, ce milieu. Alors évidemment, je ne vais pas vous dévoiler des secrets de cuisine d'un assureur en particulier. C'est clairement pas le but. C'est pas, déjà, un, c'est illégal et d'autres, je pense que ça vous intéresse pas. Mais je peux, j'ai tout à fait le droit, avec de la documentation publique, vous montrer un petit peu la relation qui existe entre les marchés actions, et notamment les marchés actions français, notamment le CAC 40, et les assureurs. Alors, on commence par quelques disclaimers importants. Alors, on a les disclaimers généraux, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, c'est que bah, faites attention avant d'investir, hein. Je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils d'investissement. Effectivement, la vidéo peut sembler être très négative, pessimiste sur les actions françaises, mais attention, je ne vous recommande pas non plus de vendre à découvert le CAC 40, de shorter le CAC 40. C'est une réflexion que je me pose, voilà, et où j'essaye vraiment quasiment de manière mathématique, on va dire, de montrer comment les assureurs qui, qui soutiennent quelque part le marché action pourraient finalement être obligés de lâcher le marché action français, le CAC 40, et de précipiter la chute du CAC 40. Alors, je vais commencer par une autre catégorie de disclaimer sur l'assurance vie, justement, et je tiens à mettre les choses au point. Cette vidéo n'a pas pour objectif de faire dans le sensationnel. Deuxième point, je ne crois pas en la faillite des assurances vie, hein. Vous voyez beaucoup, hein, de youtubeurs qui vous parlent, qui vous disent de sortir l'argent de l'assurance vie, que ça va faire faillite, etc., etc., etc. Moi, je ne crois pas du tout en ce scénario. Et moi, je pense même que les assureurs et les banques françaises sont très bien capitalisées. Il y a une réglementation qui est très, très, très difficile, hein. Les personnes qui m'entendaient, qui m'écoutaient, qui travaillaient dans les cabinets de conseil, chez les assureurs, chez les mutuelles, vous pouvez en témoigner. On a une réglementation qui est très, très difficile, qui impose des règles drastiques en matière de solvabilité des assureurs. Donc, si vous écoutez des gens, des influenceurs qui vous disent qu'ils sortaient, qui vous disent je sais pas, de foutre entre guillemets le camp des assurances parce que ça va être la catastrophe. Bon, déjà, vous verrez que ça fait 10 ans qu'ils disent la même chose et que ça ne se produit pas.
d'une part, et deuxièmement, moi, je travaille j'ai travaillé dans les assurances vie, alors que ces gens-là, souvent, ils y travaillent pas, donc je connais le système de l'intérieur, et c'est un système qui est quand même c'est quand même assez costaud et qui est très, très, très bien régulé. Voilà. D'ailleurs, moi-même, au passage, j'ai investi une partie de mon patrimoine dans l'assurance vie et j'ai même conseillé des personnes de ma famille d'investir aussi dans l'assurance vie. Donc, voilà. Troisièmement, je crois encore moins en la faillite de la France. Encore, vous entendez des gens, ça fait 10 ans, qui vous disent que la France va faire faillite, que c'est le Liban, le nouveau Venezuela. Bon, ça, personnellement, alors ça arrivera un jour, oui. De toute façon, c'est des cycles, hein. L'Empire romain s'est bien effondré. Un jour, oui, peut-être que la civilisation occidentale s'effondrera. Mais bon, voilà. Je pense pas que ça sera demain la veille, en tout cas. Quatrième disclaimer, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer que c'est la fin du monde et qu'il faut sortir son argent des banques et des assurances vie d'investir dans un bunker. Néanmoins, les marchés actions français sont largement soutenus par les assureurs vie et leur situation risque de se fragiliser dans les prochains mois. Donc, ce n'est pas parce que les assureurs vie sont costauds, je ne crois pas en un risque de faillite du monde de l'assurance vie en France. Néanmoins, leur situation pourrait se fragiliser dans les prochains mois. Et je vais vous expliquer justement pourquoi, sans que les assureurs vie soient en danger existentiel, leur action pourrait précipiter les marchés actions français dans la dégringolade. Voilà. Alors déjà, je vais commencer un petit peu cette vidéo par le rôle fondamental qu'ont les assureurs vie sur les marchés actions. Alors là encore, moi mon but c'est vraiment de réfléchir, de vous poser des éléments de réflexion. Alors je vais pas évidemment vous divulguer des éléments précis d'un assureur en particulier chez qui j'ai pu travailler. Déjà, c'est illégal, et deux, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le marché de l'assurance dans sa globalité. Alors, n'hésitez pas à regarder, à aller sur le site de la CPR. Donc, la CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui est affiliée à la Banque de France et qui a à charge aussi de contrôler les assureurs vie. Donc, n'hésitez pas à aller. Moi, je prends beaucoup d'informations aussi d'ici, ce qui me permet d'avoir une vision globale. Alors, quels sont les montants des actifs gérés dans les assurances vie? Alors, en 2022, les encours détenus par les assureurs vie s'élèvent environ à 2000 milliards d'euros. C'est énorme. Alors, les encours se répartissent environ à 55% de fonds euros. Donc, ce sont ce qu'on appelle le fonds euro. Ce sont des fonds dans lesquels l'assuré bénéficie de la garantie en capital de l'assureur, et 45% en unité de compte. Et là, ce sont les assurés qui supportent le risque, et notamment le risque de marché. Alors, au sein du fonds en euros, pour faire simple, les encours se répartissent à peu près comme suit. On a 80% de l'allocation d'actifs qui est obligataire, ce qui est logique, puisque l'assureur doit vous garantir le capital. Donc, évidemment, il est obligé d'investir dans des actifs peu risqués. Vous avez 7% d'immobilier et 13% d'actions. Et dans les unités de compte, vous avez surtout, évidemment, beaucoup d'actions, puisqu'évidemment, ce sont les assurés qui supportent le risque. Et en général, les assurés qui choisissent d'investir dans les unités de compte, ils vont tendance à plutôt acheter des unités de compte plutôt orientées actions. Donc, du coup, le poids des assureurs vie sur les actions, il est conséquent. Donc, je fais quelques petits calculs, quelques règles de 3. Quand on regarde donc, sur le fonds euro, donc 2000 milliards d'euros, fois 55%, puisque le fonds euro pèse 55% dans les encours, fois 13%, c'est l'allocation action, ça fait 143 milliards d'euros. Et dans les unités de compte, là, c'est encore plus radical. Donc, c'est 45% à peu près des encours, mais 80% d'actions, ça fait 221 milliards d'euros. Donc, évidemment, les encours des assureurs vie sur les actions, c'est quasiment plus de 350 milliards d'euros. À titre de comparaison, les volumes quotidiens qui s'échangent sur le CAC 40, c'est quelques milliards d'euros par jour. Et vous avez énormément de séances où il y a à peine 1 milliard qui s'échange dans une journée sur le CAC 40.
Donc imaginez un petit peu si les assureurs vie se mettaient à devoir vendre massivement les actions, bah, imaginez un peu comment ça peut faire décaler le CAC 40 à la baisse. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite boutade. Alors, c'était chez un assureur que je ne vais pas nommer, c'était entre Noël et le Nouvel An. Et puis, j'étais avec un gérant action qui avait eu l'autorisation par la direction des investissements et la direction des risques d'acheter des actions. Donc, entre Noël et le Nouvel An, il avait un budget pour acheter des actions sur du CAC 40. Du coup, moi, j'étais à côté de lui et il m'a dit en souriant, parce que bon, vous savez, il y a un peu une certaine fierté, quoi. C'était un gérant assez jeune, hein. Donc, il m'a dit, ah, regarde, Alix, tu vois, là, je vais acheter des actions, là. Hop, regarde. Donc, il a cliqué sur le bouton, donc acheter des actions, et à côté, il m'a montré le graphique du CAC 40. Il m'a dit, tu verras. Donc, il a cliqué, il a acheté les actions, et là, tout d'un coup, il y a eu une bougie, hein, le CAC 40 a décalé d'une bonne vingtaine de points, hein, c'est pas rien, 20 points, le CAC 40 à la hausse, et il m'a dit, tu vois, c'est moi, je viens de passer un ordre en bourse, c'est le CAC 40, j'ai fait monter le CAC 40 de 20 points. Alors évidemment, on était dans des marchés creux, c'était entre Noël et le Nouvel An, qui avait peut-être eu 700 millions d'euros échangés sur le CAC 40 entre Noël et Nouvel An pendant la trêve des confiseurs. Mais quand même, hein, ce gérant, un jeune, hein, voilà, il n'a même pas 30 ans, à lui seul, voilà, il a acheté des actions, il a fait décaler le marché à la hausse de 20 points. Et donc, évidemment, moi, je me dis, waouh, ça montre un peu le poids des assureurs sur les actions. Au moment où je vous parle, la collecte nette de l'assurance vie est positive pour l'heure, à peu près de l'ordre de 10 milliards d'euros par an qui seraient partis à peu près entre 50% de fonds euros et 50% d'unités de compte. Alors quand je parle de collecte nette, ça ne veut pas dire que les assureurs reçoivent 10 milliards d'euros de primes des assurés. Quand je parle de collecte nette, c'est les primes que reçoivent les assureurs, moins ce que les assureurs doivent rembourser aux assurés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les assurés investissent dans l'assurance vie, mettent leur argent dans l'assurance vie, l'argent, il appartient toujours aux assurés. L'assureur a à charge de gérer l'argent sur les marchés, notamment le fonds euro, mais l'argent, à la fin, reste la propriété des assurés. Heureusement, d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, en plus de ces 143 milliards investis sur les actions en fonds euros, plus 221 milliards sur les UC, les assureurs vie contribuent aux investissements actions environ à 650 millions d'euros par an sur le fonds euro et 4 milliards d'euros sur les unités de compte. Donc, en plus des encours énormes qui sont investis par les assureurs sur le marché actions, chaque année, comme vous avez une collecte nette positive, donc les assurés chaque année mettent plus d'argent chez les assureurs qu'ils n'en retirent, donc 10 milliards, ça veut dire que la contribution des assureurs, elle est positive. Donc en moyenne, hein, c'est une moyenne, les assureurs investissent 650 millions d'euros par an sur les actions au titre du fonds euro et 4 milliards au titre des unités de compte. On a quasiment à peu près 5 milliards de flux par an que les assureurs vie déversent sur les actions, qu'ils achètent des actions à hauteur à peu près de 4 à 5 milliards d'euros par an, parce qu'il y a une collecte nette positive et que les assureurs investissent une partie de cet argent dans les marchés actions. Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va se passer si jamais cette collecte nette devenait négative? Ça, c'est pas délirant quelque part. C'est pas, je suis pas en train de vous parler de la fin du monde. Je dis, qu'est-ce qui se passe si chaque année, au lieu que les assureurs reçoivent plus d'argent qu'ils n'en remboursent aux assurés, qu'est-ce qui se passera le jour où les assureurs doivent rendre l'argent aux assurés plus que ce que les assurés versent dans leurs assurances vie. Donc là, on va passer en collecte nette négative. Et donc, il y a plusieurs dangers qui pèsent, alors pas sur l'existence, pas sur l'existence même des assureurs vie. Hein. Je vous ai dit que les assureurs vie, ils sont solides, mais sur leur rôle qu'ils peuvent jouer sur le marché action. Premier impact dangereux, c'est l'impact de la hausse des taux sur les investissements en actions. Alors, lorsqu'un investisseur choisit
de placer une certaine somme d'argent. En gros, il a le choix, donc ça c'est la théorie de Markowitz, entre un actif sans risque, donc qui va délivrer un taux garanti qu'on appellera R, et un actif risqué qui va délivrer un dividende appelé petit d. Jusqu'à la fin de l'année 2021, les taux français, donc qui sont drivés, qui sont schématisés par l'OAT à 10 ans, étaient en territoire négatif, ce qui signifiait que les taux des dividendes du CAC 40 qui tournaient autour de 3%, donc on avait un écart. Donc en gros, les investisseurs, ils avaient le choix jusqu'à la fin de l'année 2021, donc il y a encore quelques mois, entre investir dans des actifs de taux avec un rendement garanti de 0% et investir dans des actifs risqués, donc les actions, avec un dividende de 3%. Là, évidemment, on était dans ce qu'on appelle le TINA, There is no alternative. Donc les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels, les assureurs, qui sont en collecte positive, bah, ils avaient tendance à pousser, notamment les gérants actions, les directeurs des investissements, à pousser, à faire pression sur les directions des risques, sur la LM, pour investir le maximum, pour tirer le maximum sur les actions. Aujourd'hui, la situation a changé. L'OAT français cote à 2,30%. Et encore, je crois que ça a même monté ces dernières heures. Tandis qu'on n'anticipe pas une forte hausse des dividendes sur les actions. Alors certes, on a peut-être un pic sur les dividendes cette année, en 2022, mais très très vite, les dividendes vont retourner vers leur tendance de long terme. Donc quelle est la situation aujourd'hui? Les investisseurs ont le choix entre placer leur argent dans un actif sans risque, entre guillemets, auto-garanti de 2,30%, les taux ont monté, ou investir dans les actions, dans les actifs risqués, les actions, avec un dividende de 3% environ. Ça devient plus compliqué, là. Je ne sais pas, si vous donnez le choix à quelqu'un entre 0, 0 sans risque et 3 avec du risque, ça se discute. Maintenant, si vous donnez le choix entre du 2,3% sans risque et du 3% avec du risque, là, clairement, la balance tend à tourner en faveur de l'obligataire par rapport aux actions. Donc ça, c'est le premier danger, la première menace qui pèse sur les marchés actions, c'est que les assureurs pourraient être incités à davantage investir sur les marchés obligataires que sur les marchés actions à cause de la hausse des taux. Premier danger. Deuxième danger, c'est l'impact de la baisse sur la collecte des unités de compte. Et oui, on a de la volatilité, c'est un petit peu tendu en ce moment sur les marchés, et donc les assurés peuvent commencer à se dire, ouh là là, on va peut-être pas investir notre argent dans les unités de compte où il n'y a pas du tout la garantie en capital. Il y a un effet psychologique. Et donc on pourrait très très bien avoir une décollecte sur, déjà un ralentissement de la collecte sur les UC, voire même une décollecte sur les UC, et même éventuellement sur le fonds en euros. Alors, il y a aussi un autre facteur qui est très important, c'est la baisse du pouvoir d'achat des Français. Pour le moment, on n'a encore rien vu sur la baisse du pouvoir d'achat des Français. En effet, pour le moment, le gouvernement utilise tous les airbags pour protéger les Français face à l'inflation. Le bouclier tarifaire, les chèques énergie, les chèques nourriture, les chèques rentrée scolaire, etc., etc. Mais ces chèques ne sont pas gratuits. François Hollande disait c'est pas grave, c'est l'État qui paye. Non, c'est nous qui payons. Sauf que quand vous avez des taux à zéro, voire même négatifs, l'État, il peut faire des chèques. Qu'est-ce qu'il fait, l'État? Il vous fait des chèques et il s'endette pour vous faire ces chèques. Mais quand le coût de la dette est à 0%, c'est pas grave pour l'État, c'est rien. Mais maintenant que les taux sont à plus de 2% et peuvent très très bien aller à 3% d'ici peu, l'État va avoir de plus en plus de mal à s'endetter pour faire des chèques en tout genre, parce que le coût de la dette va devenir de plus en plus élevé. Donc l'État, malheureusement, ça c'est pas, il n'y a pas besoin d'être grand clair, va devoir arrêter de solvabiliser les ménages. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand l'État va arrêter d'aider les gens avec des chèques en tout genre? Là, les ménages vont se prendre de plein fouet la perte de pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, et c'est déjà très tragique, l'inflation n'affecte que les classes populaires et les classes moyennes inférieures. Aujourd'hui,
on a beau parler d'inflation, le pouvoir d'achat, aujourd'hui, ceux qui sont touchés par l'inflation, ce sont ceux qui étaient déjà à découvert le 25 du mois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être à découvert au 25 du mois, bah, ces personnes vont être à découvert le 15 du mois. Alors, c'est tragique, bien sûr, mais ces populations, dans tous les cas, ne possédaient déjà pas d'assurance vie. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Alors si, ça peut provoquer des tensions sociales, des gilets jaunes, etc. Mais au niveau de la santé des assureurs vie, ça ne va pas les impacter. Par contre, avec le temps, la poursuite de l'inflation, qui est une dérivée, attention, c'est une dérivée de la variation des prix. C'est-à-dire que si l'inflation passe de 8% à 5%, ça veut juste dire que les prix, après être passés de 100 à 108, sont passés de 108 à 114. Mais la hausse des prix continue. Et donc, du coup, on va avoir une partie croissante de la population française qui va être pénalisée. Et cette paupérisation, donc, qui touche déjà la classe moyenne inférieure et la classe populaire, va commencer à se diffuser vers les classes moyennes, donc les fonctionnaires notamment, qui ne pourront pas voir leur salaire augmenter aussi vite que l'inflation, et même les classes moyennes supérieures, comme les cadres. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette population qui n'a jamais eu l'habitude des fins de mois difficiles et qui va vouloir conserver son train de vie, et c'est tout à fait normal, eh ben, pour ne pas être à découvert, va d'abord commencer à réduire leur épargne, leur thésaurisation, et ensuite, ils vont commencer à devoir puiser dans leur épargne pour garder leur pouvoir d'achat. Et croyez-moi, ça concerne beaucoup plus de monde qu'on le croit. Moi, je connais pas mal de gens qui n'ont jamais eu de mal à boucler les fins de mois, qui gagnent 3 ou 4 000, 5 000 euros par mois, qui ont un train de vie, certes, et qui, avec l'inflation, voient que leur salaire n'ayant pas augmenté, pour maintenir leur train de vie, commencent à puiser dans leur épargne. Or, quels sont les deux placements préférés des Français? L'immobilier et l'assurance vie. Et donc, du coup, je ne vous fais pas de dessin. Si jamais vous avez besoin de combler un trou à la fin du mois, vous n'allez pas vendre 2 mètres carrés de votre résidence principale. Et donc, évidemment, le placement dans lequel vous allez puiser pour subvenir à vos besoins, pour maintenir votre train de vie, c'est votre argent qui est placé dans les assurances vie. Et donc, du coup, avec la baisse du pouvoir d'achat, qui ne va plus affecter que les classes populaires, les assurances vie pourraient commencer à connaître une situation de décollecte nette. C'est-à-dire que les assurances vie continueront à recevoir des sous, mais il y aura des retraits et les retraits vont dépasser l'argent que mettent les épargnants. Et ça, c'est pas du tout un bank run, une fuite, etc. Non, non, moi je ne crois pas à la perte de confiance des épargnants vis-à-vis des banques et des assurances vie. Je n'y crois pas. Par contre, tout simplement, votre pouvoir d'achat baisse, vous avez besoin de puiser dans votre bas de laine. Et le bas de laine, il est investi énormément dans les assurances vie. Et donc, évidemment, ça m'amène à la menace numéro 3, c'est l'impact de la baisse de la collecte sur le fonds euro. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les assureurs vie, au lieu d'avoir chaque année une problématique, tiens, on a reçu plus d'argent qu'on a dû redonner aux assurés, leur problématique, c'est mince. On va devoir donner plus d'argent aux assurés que ce que les assurés nous ont donné de l'argent. Donc, ça va être une collecte nette négative. Et donc, la problématique chez les assureurs, ça va être quels actifs on va être obligé de vendre en priorité. Et donc là, évidemment, on va être obligé de parler un petit peu de contrôle de gestion, de comptabilité, comptabilité prudentielle. Ce n'est pas forcément des choses qui sont emballantes, mais en tant qu'investisseur, on est obligé de s'y intéresser. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le bilan comptable d'un assureur vie, le bilan en normes françaises, parce qu'on va voir, les assureurs vie doivent publier plusieurs bilans comptables. Donc ça, c'est le bilan en normes françaises. Donc quand vous, les assurés, les épargnants mettent de l'argent dans l'assurance vie, je vous ai dit, l'argent appartient toujours aux assurés. Il ne devient pas la propriété de l'assureur. Et donc cet argent, en fait, il va être stocké par l'assureur sous la forme de provisions mathématiques. On appelle ça les provisions techniques. Provisions mathématiques, c'est la grosse barre en rouge. L'essentiel du passif
de l'assureur, des assureurs vie, ce sont les provisions mathématiques, c'est-à-dire c'est de l'argent que l'assureur va devoir rendre à un moment ou à un autre aux assurés. Ensuite, vous avez quelques petits bouts. Hein. Vous avez les provisions diverses, hein, la PRE, la PDD, la PPE, etc. Bon, vous avez en jaune les fonds propres, parce que les assureurs, comme je vous ai dit, ils sont bien capitalisés, ils ont des fonds propres. Hein. Le régulateur, la Banque de France, oblige les assureurs à avoir des fonds propres, donc ils ont des fonds propres. Et en vert, c'est le résultat, c'est le bénéfice que dégage l'assureur chaque année. Donc ça se constitue le passif de l'assureur. Et évidemment, une grosse partie, hein, l'intégralité de l'argent qui est confié par les assurés aux assureurs, donc qui va au passif dans les provisions mathématiques, va être investi, c'est à l'actif, sur les actifs, sur l'immobilier, sur les actions, sur les obligations. Et évidemment, par définition comptable, le passif est égal à l'actif. C'est une construction, hein, quelle que soit l'entreprise, lorsqu'elle publie ses comptes, son passif doit obligatoirement être égal à l'actif. Et donc, vous avez à l'actif des placements. Hein, c'est l'argent qui est investi sur les marchés par les assureurs, qui se divise, hein, je vous en ai parlé au début de vidéo, à 80% d'obligations à peu près. Vous avez à peu près 5-7% d'immobilier et 13 à 15% d'actions. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous avez une décollecte? Donc, imaginez, vous avez des assurés qui, globalement, en moyenne, vont demander aux assureurs de leur restituer une partie de l'argent qu'ils ont placé au sein de l'assurance vie. Ben, les assureurs vont devoir, on va dire, décaisser. Hein, ils vont devoir décaisser une partie de la provision mathématique. Donc, une partie de la provision mathématique va être détruite pour être restituée aux assurés. Parce que la provision mathématique, hein, donc qui est au passif de l'assureur, elle appartient toujours aux assurés. C'est pour ça qu'elle est au passif. Donc, il y aura une partie du passif de l'assureur, de la provision mathématique, qui va devoir être, entre guillemets, détruite pour que l'assureur rende l'argent aux assurés. Mais je vous avais dit que le passif est toujours égal à l'actif. Donc, en face du passif, l'assureur va devoir, pour rembourser les assurés, va devoir vendre une partie des actifs qu'il détient pour avoir actif égale passif. Donc, on va avoir une destruction d'une partie de l'actif de l'assureur pour équilibrer avec le passif. Et là, évidemment, va se poser la question, quels actifs, ça c'est une conjecture, hein, que je pose, quels actifs en priorité les assureurs vont devoir vendre pour faire face au retrait des assurés. Il y a 3 classes d'actifs, hein, l'immobilier, les obligations, les actions. On va faire par élimination. Est-ce que les assureurs peuvent se délester massivement de l'immobilier? Ben, la réponse, elle est claire, non, pour des raisons de liquidité, hein, là encore. Et ensuite, il faut trouver, enfin pour vendre, pour se débarrasser du stock immobilier, il faut trouver des acheteurs solvables. Et ça va être compliqué de trouver des acheteurs solvables pour les assureurs parce que, en général, le parc immobilier que possèdent les assureurs se situe dans des zones UP, hein, les grosses villes comme Paris où l'immobilier est très cher. Donc les assureurs vont avoir du mal à trouver une foultitude d'acheteurs qui sont prêts à acheter une partie de leur parc immobilier. Donc l'immobilier, a priori, ne fera pas les frais de rachat des assurés. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis en plus, l'immobilier ne pèse que 7% dans les portefeuilles des assurés, des assureurs. Donc du coup, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir finalement rembourser vos assurés. Donc l'immobilier, a priori, ne fera pas les frais d'une décollecte des assureurs. L'obligataire, là vous allez me dire, ouais, mais 80% d'obligations, il y a matière à, les assureurs ont matière à vendre leurs obligations. Ben, pas forcément. Pas forcément. Et là, on va faire un peu de marché, on va regarder les marchés. Hein. Au moment où je tourne cette vidéo, les taux français sont à des plus hauts depuis des années. Et donc, il en résulte, hein, le prix des obligations, il évolue en sens inverse des taux. Et donc, du coup, bah, là, je vous donne un exemple. Ça, c'est l'évolution du prix des obligations, hein, françaises. Donc là, vous voyez, on est à des plus bas depuis la fin de l'année 2014. Ce qui est logique, les taux sont à des plus hauts
depuis près de 10 ans. Donc évidemment, la valorisation des obligations sont à des plus bas depuis 7 à 8 ans. Donc, au moment où je vous parle, les assureurs sont en moins-value latente sur la partie obligataire, sur leur portefeuille obligataire. Or, bah, paradoxalement, sur les actions, alors les actions ont commencé à baisser. Regardez en dessous le niveau du CAC 40, qui au moment où je parle tourne à 6100 points. Bah, malgré cette baisse qu'on a sur le CAC 40, on est à des plus hauts depuis des années. On est encore au-dessus du niveau avant la crise du Covid. Et donc, au moment où je parle, les assureurs sont en plus-value latente sur les actions. Donc, ils sont en moins-value latente sur les obligations et en plus-value latente sur les actions. Alors, sauf évidemment quelques assureurs qui ont peut-être investi massivement à la fin de l'année 2021, peut-être, mais en général, les assureurs tendent à lisser leurs points d'entrée sur les marchés. Ils ne vont pas faire un all-in en 2021. Donc, globalement, les assureurs sont en plus-value sur leur portefeuille action, mais ils sont en moins-value sur leur portefeuille obligataire. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est beaucoup plus tentant pour un assureur s'il doit rendre l'argent aux assurés, de vendre d'abord, de commencer d'abord à vendre leurs expositions en actions. Et c'est pas tout, c'est que en général, si les assureurs vendent leurs actions, ils vont réaliser des plus-values, les plus-values latentes vont devenir des plus-values réalisées, et ils vont servir une partie de ces plus-values aux assurés. C'est-à-dire que les assurés, s'ils veulent récupérer 100 euros de l'assureur, ils vont récupérer 100 euros plus ce qu'on appelle une participation au bénéfice, plus un bonus qui est lié aux performances positives des marchés actions. Et ça, c'est aussi positif pour l'assureur parce qu'en ces temps de vache maigre, l'assureur va pouvoir publier un taux servi supérieur à ses concurrents. Alors que s'il vend des obligations, bah, il va vendre des actifs qui sont en moins-value. Ce n'est pas intéressant pour l'assureur. C'est beaucoup plus intéressant de se débarrasser d'une partie des actions et donc d'afficher un taux servi supérieur au marché, surtout que les assureurs vont devoir se battre justement pour essayer de récupérer de l'argent des assurés, ou pour au moins limiter la décollecte. Et donc, du coup, les assureurs, d'un point de vue comptable, vu la situation des marchés actions et vu la situation des marchés obligataires, ils ont intérêt à vendre plutôt les actions que les obligations. Et enfin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la valorisation d'une obligation n'a rien à voir avec la valorisation d'une action. Lorsque vous investissez dans une obligation, en fait, vous investissez dans un titre de dette. Vous faites le pari que le débiteur, l'emprunteur, va vous rembourser le capital et les intérêts. Or, aujourd'hui, au moment où je parle, si on prend une obligation qui a été achetée à la fin de l'année 2019, aujourd'hui, on est ici. Vous voyez, là, vous avez le crack de 2022. Aujourd'hui, on est une obligation qui cotait 100 en 2020. Aujourd'hui, elle cote à peu près 85, à peu près. Ça, c'est observé. Or, un assureur qui a une obligation d'environ de maturité de 10 ans, ben en fait, on voit, quelle que soit la trajectoire que va suivre l'obligation, le prix de l'obligation, donc en fonction des taux, l'assureur qui a investi 100 en 2020, il est sûr d'avoir 100 en 2030. Ça, c'est par construction. Ça, c'est par construction. Voilà, là, je détaille, vous trouverez le texte, l'argumentation mathématique. Ça, c'est par construction. Une action, si vous investissez 100 en 2020, vous n'êtes pas sûr de retrouver vos 100 en 2030. Vous pouvez être à 300, mais vous pouvez être à 10. Les obligations, si en 2022, vous êtes à 85, les assureurs ont des obligations qui valent 85 aujourd'hui, qui ont été achetées à 100 en 2020, ils sont sûrs, s'ils gardent l'obligation jusqu'en 2030, de retrouver 100 plus les intérêts, les coupons qui ont été payés par les obligations. Donc, en fait, un assureur n'a aucun intérêt à vendre des obligations qui sont à 15% en dessous de leur prix de revient, alors qu'elles vont retrouver, elles sont sûres mathématiquement de retrouver ce prix de revient à horizon 7-8 ans, donc à horizon de la maturité 2030. Donc les assureurs, ils n'ont aucun intérêt
à vendre ses obligations. Il n'y a qu'un cas où l'obligation peut, à horizon 2030, ne plus valoir 100, mais beaucoup moins, c'est si l'émetteur de l'obligation fait faillite, il fait défaut. Or, quel est le principal émetteur dans lequel les assureurs investissent, les émetteurs obligataires? Eh ben, c'est l'État français. La très grosse partie des investissements obligataires des assureurs, ce sont des obligations de l'État français. La dette de l'État français, elle est en grande partie détenue par les assureurs vie. Donc évidemment, sauf si vous pensez que l'État français va faire faillite à horizon 2030, bah, l'assureur, il est sûr, en gardant bien au chaud les obligations françaises dans ses portefeuilles, il est sûr de retrouver 100. Il a investi 100 en 2020, il va retrouver 100 en 2030. Et donc aujourd'hui, à 85, il n'a aucun intérêt, l'assureur, à vendre ses obligations. Sauf si on commence à partir dans des scénarios, oui, l'État français peut faire faillite, etc. Bon, je vous rappelle que la dernière fois où la France a fait faillite, a fait défaut sur sa dette, c'était dans les années 1790. Il faut remonter à la Révolution française. Même durant l'occupation allemande, la France n'a pas fait faillite, n'a pas fait défaut sur sa dette. Donc voilà, donc les scénarios catastrophiques, etc., bon, ça a quand même très peu de chances de se réaliser. Donc, je me mets à la place d'un assureur, je commence à avoir une décollecte, les assurés qui veulent récupérer leur argent, pas pour fuir, mais juste pour maintenir leur pouvoir d'achat. Moi, assureur, j'ai un bilan, j'ai un passif, j'ai un actif, bah, je vais vendre des actifs. Je ne peux pas vendre l'immobilier, c'est pas liquide. Vendre de l'obligataire, ça n'a aucun sens parce que je suis en moins-value sur l'obligataire, alors qu'en les gardant, je suis sûr de retrouver mes petits. Le seul actif que les assureurs auront intérêt à vendre en cas de rachat, ce sont les actions, parce que les assureurs sont encore aujourd'hui avec un CAC à 6100 en plus-value latente sur les marchés actions. Voilà. Et ce n'est pas fini malheureusement pour les actions. Hein. Donc oui, effectivement, bah, les gérants actions qui sont à fond sur les marchés actions, je pense qu'ils vont pas trop aimer cette vidéo s'ils la regardent. On a en plus, hein, les assureurs doivent se conformer à des réglementations qui désavantagent le marché action. Alors, bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le monde de l'assurance vie, les assureurs doivent suivre ce qu'on appelle les normes solvabilité 2. C'est-à-dire qu'il y a le bilan comptable des assureurs en normes françaises, mais les assureurs doivent produire un bilan, ce qu'on appelle un bilan prudentiel sous les normes solvabilité 2. Alors grosso modo, hein, le bilan en solvabilité 2 ressemble à peu près au bilan normal. Au passif, vous avez ce qu'on appelle les engagements. C'est un petit peu ce que les assureurs doivent aux assurés. C'est le passif, c'est exact, ça ressemble à peu près au bilan comptable en valeur en normes françaises, sauf que le passif, cette fois-ci, il est valorisé en valeur de marché. C'est-à-dire qu'on va utiliser des courbes d'actualisation, etc., etc. Donc le passif va être valorisé en valeur de marché. Et là, en fait, toutes les provisions, quelque part, provisions mathématiques, PPE, vont être agrégées en un gros bloc rouge qu'on va appeler le best estimate. Hein. C'est en gros les engagements évalués en meilleure estimation. Et en face, vous avez l'actif de l'assureur, mais qui est cette fois-ci évalué non plus en valeur comptable, mais en valeur de marché. Et c'est là où les choses se corsent pour les assureurs, c'est que pour valoriser leur portefeuille d'actifs, pour projeter leur portefeuille d'actifs dans le futur, donc ils vont utiliser des scénarios, ce qu'on appelle des scénarios stochastiques, sauf que évidemment, le régulateur, il a un petit peu trafiqué le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tous les actifs des assureurs vont être projetés avec le même rendement que le taux sans risque, que l'obligataire, mais avec la volatilité qui lui est propre. C'est-à-dire que les obligations qui ont par exemple une volatilité de 3%, elles vont être projetées avec un rendement de 2,5%, donc qui est le niveau à peu près des taux français aujourd'hui. Par contre, les actions qui ont un rendement moyen de 7% à peu près hein, sur le long terme, bah, le régulateur va dire aux assureurs, désolé, monsieur l'assureur, vos actions, vous allez les projeter dans le futur avec le même rendement que les taux, avec un rendement de 2,5% et pas de 7%. Par contre,
la volatilité des actions, dans vos modèles, vous allez considérer que la volatilité des actions reste à 20%. Donc évidemment, vous vous doutez bien que dans un bilan, si vous projetez vos actifs risqués avec le même rendement que les actifs sans risque, donc un rendement très faible, mais avec une volatilité qui est très élevée, qui est propre à l'actif risqué, ben forcément, ça va désavantager votre actif risqué. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est pas, voilà, ça ne joue pas du tout en faveur des actions. Et pour ne rien arranger, évidemment, hein, vous avez vu là les fonds propres, hein, la partie verte, hein, le régulateur impose, demande aux assureurs de provisionner des fonds propres, de mettre des capitaux propres en face de leurs engagements, de leurs investissements sur les marchés. Et évidemment, selon la classe d'actifs dans laquelle l'assureur va investir, le régulateur va lui imposer des montants différents. Par exemple, si un assureur qui a à peu près une duration de passif de à peu près 10 ans, hein, je vais faire simple, investit dans des obligations gouvernementales françaises de 10 ans, l'assureur devra mettre 0 €, devra mobiliser 0 € de fonds propres pour faire face à cet investissement. Donc c'est bien, donc il peut investir gratuitement dans l'obligataire français et ça lui coûtera 0. En revanche, si l'assureur veut acheter des actions, le régulateur va dire à l'assureur, monsieur, vous investissez 100 € dans une action du CAC 40, vous allez devoir mobiliser, bloquer 39%, donc 39 €, c'est énorme, vous allez devoir bloquer 39 € pour faire face à un éventuel risque de baisse des marchés actions. C'est ce qu'on appelle le Solvency Capital Requirement. C'est une obligation que les assureurs ont de mettre des fonds propres en face de leurs investissements. Et ces fonds propres que doivent mettre les assureurs ne sont pas les mêmes suivant la classe d'actifs. Et donc, du coup, les assureurs doivent, à côté du bilan prudentiel, calculer ce qu'on appelle un ratio de solvabilité, qui est l'écart entre la valeur de marché à l'actif moins le best estimate, donc le passif évalué en meilleure estimation, divisé par les fonds propres, par les montants de fonds propres requis, demandés par le régulateur à l'assureur. Et donc évidemment, vous voyez bien que pour les assureurs, avoir des actions, c'est très très pénalisant en matière de mobilisation de fonds propres. Donc ça, c'est encore une réglementation qui joue en défaveur des actions dans un contexte de décollecte. C'est-à-dire que jusqu'à un moment, vous avez une collecte positive, mais en période, en phase de décollecte, cette norme solvabilité 2 va peser encore plus sur les assureurs. Donc vous voyez, on a pas mal quand même d'éléments un peu compliqués. Et enfin, pour terminer, comme si cela ne suffisait pas, les assureurs, donc ils ont un bilan comptable à faire, hein, le bilan, ce qu'on appelle le bilan en French Gap, ils ont un bilan prudentiel à produire sous solvabilité 2, et les assureurs vie cotés en bourse, donc les gros, hein, prenez les principaux, je ne vais pas citer de nom ici, mais les principales grosses compagnies d'assurance qui sont cotées à la bourse, eh ben, elles doivent produire un bilan en IFRS 17. C'est encore un troisième bilan, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc en plus du bilan classique et du bilan prudentiel, les assureurs vont être contraints de publier un nouveau type de bilan à partir de 2023, appelé le bilan IFRS 17. Donc, les assureurs vie qui gèrent l'épargne des assurés devront produire un bilan en IFRS 17 suivant la méthode VFA, donc Variable Fee. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans cette méthode-là, ce n'est pas le but, mais en gros, elle va encore pénaliser les actions et je vous explique pourquoi. Donc, cette méthode VFA présente un double désavantage sur les actions. Le premier désavantage, c'est qu'on a un mécanisme de non-reconnaissance instantanée des gains réalisés, notamment au travers de ce qu'on appelle la CSM. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en cas de résultat positif, l'assureur ne pourra plus reconnaître le résultat. Si l'assureur fait plus 10, il ne pourra plus dire j'ai fait plus 10, c'est cocorico. Non, il devra l'affecter à un poste comptable propre à IFRS 17, donc qui s'appelle la Contract Service Margin, la CSM, et cette CSM sera ensuite relâchée partiellement en résultat, par petits bouts, année par année. Donc du coup, les assureurs, ils ont moins intérêt à faire un gros résultat dans l'année parce que de toute façon, ils ne pourront pas reconnaître, ils ne pourront pas publier ce résultat, ils seront obligés
d'amortir le résultat année par année. À l'inverse, évidemment, si jamais ils font une perte une année, parce que les marchés se sont cassés la figure, la perte devra être intégralement reconnue tout de suite, instantanément. C'est ce qu'on appelle la LC, la loss component. Toute la perte va être passée en résultat. Et donc, évidemment, c'est assez problématique. Là, je vous fais un exemple, hein, là encore. Alors là, maintenant, on passe au bilan IFRS 17, hein, c'est des schémas. Là, ça, c'est le bilan IFRS 17 d'un assureur, hein, en méthode VFA en cas de gain. Donc, en cas de gain, donc là, vous avez toujours votre actif et là, vous avez le passif. Donc, vous avez toujours les provisions en best estimate, vous avez le risk adjustment. Bon, je vous passe les détails. Imaginez, il y a un gain, l'assureur gagne, fait un gain de 20, il gagne 20 sur 100, il gagne 20 euros. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra constater que 3 euros en résultat et les 17 euros, en fait, ils ne pourront pas être passés en résultat. Ils vont passer dans une espèce de moulinette, dans une espèce de poche comptable IFRS 17 qu'on appelle la CSM. Donc, du coup, bah, au moment où l'assureur fait une bonne année, parce que les actions ont bien performé, etc., ben en fait, l'assureur ne pourra afficher que cette petite barre verte en résultat. Tout le reste ira dans un compte qu'on appelle la Contract Services Margin, qui ne pourra être relâché que dans plusieurs années. À l'inverse, si les marchés font moins 20, au lieu de faire plus 20, les marchés font moins 20, alors je simplifie bien évidemment, et bien là, directement, les 20 euros de perte, hein, les 20% de perte, passent directement en résultat négatif. Hein. C'est la barre noire, c'est un résultat, mais négatif. Toujours actif égale passif, bien évidemment. Donc évidemment, ça entraîne une dissymétrie. C'est-à-dire qu'en gros, pile, les marchés, tout se passe bien pour l'assureur, pile, c'est la CSM qui gagne, en gros. Face, c'est le résultat qui trinque. Donc ça, c'est pas terrible. Et ensuite, et là encore, c'est vraiment cerise du gâteau, on va avoir une discrimination dans le traitement entre les actions par rapport aux obligations. Les engagements des assureurs en obligations seront traités en ce qu'on appelle en OCI, en Other Comprehensive Income. Cela signifie que les variations des marchés des obligations seront affectées aux fonds propres de l'assureur et n'impacteront pas ses résultats. Donc, c'est-à-dire que là, on a eu un krach obligataire depuis le début de l'année. Le résultat de l'assureur en IFRS 17 ne sera pas du tout impacté. C'est le compte OCI qui va prendre, qui va absorber l'évolution, la volatilité sur les marchés obligataires. À l'inverse, si les actions évoluent pas de manière pas très catholique, les engagements des assureurs en actions sont traités en JVR, juste valeur par résultat, et les variations seront directement affectées aux résultats et en particulier les pertes. Donc là, vous voyez, on a un double mécanisme. On a d'abord la CSM qui va, entre guillemets, empêcher l'assureur de constater tout de suite ses gains, alors que ses pertes, elles, seront constatées tout de suite. Et vous avez le deuxième mécanisme, c'est que les variations des obligations négatives n'impacteront pas le résultat de l'assureur. Par contre, les variations des actions, elles, seront directement comptabilisées en juste valeur, en JVR. Alors après, il y a des mécanismes, hein, certaines actions, les assureurs peuvent considérer que c'est des investissements stratégiques, etc. Et donc, vous avez une comptabilisation en ce qu'on appelle en OCN, en non recyclable, on va dire. Bon, je passe des détails, mais ça reste une exception. En gros, les obligations, c'est pas grave si ça baisse, c'est pas grave, c'est absorbé par les fonds propres, etc. Par contre, les actions, les variations impactent directement le résultat. Et donc, du coup, ben, en conclusion, ben, l'avenir s'annonce assez sombre sur le marché action. Et là, je vous récapitule un petit peu ma réflexion, hein, sans parler d'effondrement auquel je ne crois pas, euh, parce que ce sont des choses qui arrivent très rarement. 1789, hein, c'était vraiment le dernier effondrement auquel on a assisté en France, hein, Révolution française, guillotine, etc., chute des assignats. Mais je pense que une partie non négligeable de la population française va s'appauvrir. Et quand je parle non négligeable, j'inclus des cadres, j'inclus même des gens, voilà, des ingénieurs, etc., qui vont malheureusement voir leur pouvoir d'achat diminuer
tout simplement parce que leurs revenus n'augmenteront pas aussi vite que l'inflation. On ne va pas atteindre des proportions dramatiques que connaît le Liban, hein. Ça, je ne crois pas trop en la libanisation de l'économie française, hein. Alors, certains parlent de libanisation. Moi, j'en suis pas là, hein. Je suis quand même beaucoup plus optimiste sur la capacité de la France à rebondir. Mais, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, on va avoir un appauvrissement général de la population, à part les 1 ou 2% les plus riches qui peut-être échapperont, et encore, hein, si les marchés baissent, c'est pas sûr, mais je pense qu'on va avoir un appauvrissement. Deuxième point, cet appauvrissement d'une partie de la population qui n'a jamais eu l'habitude d'avoir des fins de mois difficiles va amener ces personnes à désépargner, c'est-à-dire à puiser dans leur épargne pour maintenir leur train de vie face à l'envolée de l'inflation et à la restriction des conditions de crédit. Avec l'immobilier, troisième point, l'assurance vie est l'enveloppe qui collecte le plus l'épargne des Français. Et donc, du coup, bah, quatrième point, l'assurance vie étant le seul, par rapport à l'immobilier, la seule enveloppe qui soit à la fois liquide et fissible, c'est-à-dire que vous pouvez très bien racheter 1 000 euros dans votre assurance vie alors que vous ne pouvez pas vendre 1 mètre carré de votre maison ou votre appartement. Et donc, ça sera l'assurance vie qui va prendre sur elle les décollectes auxquelles on va devoir faire face dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, du coup, l'assurance vie va connaître une décollecte, c'est-à-dire une collecte nette négative, sans que ça ne mette en danger les assureurs. Attention, je répète, malgré ce que racontent les déclinologues, les banques et assureurs sont très bien capitalisés et sont soumises à des règles prudentielles tellement draconiennes que le risque de faillite d'un gros assureur ou d'une grosse banque en France, il est, pour moi, très faible. Et je sais de quoi je parle parce que je travaille au cœur, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai travaillé au cœur des assureurs et des banques françaises. Alors que bon, les gens qui disent que ça va faire faillite, les banques vont faire faillite, souvent c'est des gens, ils n'ont jamais mis les pieds dans une banque, à part peut-être pour retirer un chéquier, mais c'est tout. Bon, moi, je connais bien le système de l'intérieur. Honnêtement, le système bancaire français est très, très solide. Néanmoins, cette décollecte, à cause de la baisse du pouvoir d'achat des gens, va forcer les assureurs à vendre de manière structurelle des actifs. Avant-dernier point, la structure du bilan des assureurs, comme on l'a vu, bah, les propriétés des actifs et la réglementation vont forcer les assureurs à se délester en priorité des actions. Les assureurs ne vont pas forcément vendre l'immobilier, ce n'est pas liquide. Ils n'ont pas intérêt à vendre l'obligataire parce que, d'une part, l'obligataire est déjà en moins-value, donc aucun intérêt à vendre quelque chose qui est déjà en moins-value. Et en plus, les règles prudentielles imposées aux assureurs les pénalisent s'ils devaient vendre l'obligataire plutôt que de vendre les actions. Et donc, du coup, en dernier point, dernière conclusion, eh ben, les assureurs vont devenir des contributeurs nets à des ventes massives d'actions sur les marchés. Donc, c'est à dire, au lieu d'avoir une collecte nette positive qui entraîne des investissements structurels vers les actions, vous allez commencer à avoir des ventes, des flux vendeurs sur les actions qui vont arriver avec la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Voilà un petit peu voilà ce que j'avais à vous dire. Donc une vidéo un peu technique, hein, j'ai parlé d'IFRS 17, de solvabilité 2, de la CSM, du SCR, etc. Mais je tenais à vous démontrer pourquoi, parce que c'est quand même assez grave d'avouer, enfin de dire, de déclarer comme ça publiquement qu'il y a un vrai risque structurel, hein, sur les marchés actions dans les prochains mois, prochaines années. C'est-à-dire que les marchés actions vont perdre un gros soutien, que sont les assureurs vie. Les assureurs vie soutiennent les marchés actions. Et à mon avis, le marché action va perdre un gros soutien, qui sont les assureurs vie qui vont être forcés, contraints de vendre une partie de leur portefeuille, de vendre une partie de leurs actions. Et ça, c'est tout simple, c'est pas lié à un mouvement de panique, c'est lié à la baisse du pouvoir d'achat des ménages à cause de l'inflation, de la montée des taux, peut-être de la montée de la fiscalité, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Alors je sais, c'est une vidéo technique, hein, je m'en excuse, mais voilà, je ne peux pas, face à un titre comme les assureurs
peuvent-ils provoquer un crack, le CAC 40 ou une chute du CAC 40. Je ne pouvais pas me permettre de balancer des informations légères. Il fallait que je fasse une démonstration mathématique. La seule chose qui, pour moi, pourrait sauver le marché action, pourrait empêcher les assureurs de vendre leurs actions, soit un changement dans la réglementation, ça m'étonnerait, soit une inversion. Soudain, l'économie repart bien et les ménages se remettent à voir leur pouvoir d'achat augmenter, pourquoi pas, et du coup, ils se remettent à épargner encore plus dans les assurances vie parce que le pouvoir d'achat des ménages augmente plus vite que l'inflation. C'est le seul scénario qui, pour moi, pourrait éviter aux assureurs d'être contraints de vendre une partie de leur portefeuille actions qui entraînerait évidemment une baisse sur les indices et notamment sur le CAC 40. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein. Alors surtout si vous travaillez vous aussi dans le secteur de l'assurance, dans la banque, n'hésitez pas à me contredire si j'ai pu dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et puis, les personnes qui sont un peu novices, qui ne connaissent pas trop ce monde-là, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre, on va dire, en essayant de vulgariser au plus possible. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin une bonne fin de journée. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 20 septembre. Le CAC 40 est quasiment à 6100 points. On est à la veille de la publication du FOMC, hein, la décision de la Réserve fédérale de monter les taux, hein, sans doute une hausse de taux de 75 points de base. Donc les marchés vont pas mal bouger, hein. Je ferai un point de marché à la fin de la semaine. Mais voilà, en attendant, je vous fais, comme promis, hein, cette vidéo sur le rôle des assureurs sur les marchés actions français. Voilà, prenez bien soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour un point de marché. Salut tout le monde!